Merci beaucoup pour cette très gentille introduction et merci à tous, en particulier à l'organisation de m'avoir invité et au professeur Évrard de m'avoir contacté. Il lui a fallu à peu près 2 minutes pour me convaincre de venir. Tout d'abord parce que je trouve que c'est toujours très intéressant d'échanger avec des communautés qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. Et puis aussi parce que j'ai toujours été fasciné par le monde du vivant et ce que vous faites tous. Donc c'est une bonne opportunité pour discuter ensemble. Même si malheureusement, je serai obligé de partir ce soir un peu tard, mais de vous quitter donc en fin d'après-midi. Et je sais aussi que vous avez un beau programme cet après-midi. Les conditions sont idéales, donc je crois que tout est réuni pour que vous puissiez passer une très très bonne journée. Et puis donc pour Philippe Évrard, merci pour l'invitation et aussi je vous aurais bien donné mon slot parce que j'ai appris beaucoup de choses ce matin et rien que pour ça je suis ravi d'être venu. Alors la pression est très forte parce que je suis pas sûr en même temps donc de répondre à vos attentes et à vos aspirations. C'est vrai que ce que nous faisons nous est de nature plus technologique, c'est certainement beaucoup moins noble que tout ce qu'on a entendu avant. En même temps, c'est vrai que ça a beaucoup d'impact, comme vous l'avez certainement constaté, sur tous les pans de notre société. Et en fait, vous verrez que je n'aurai pas évidemment beaucoup de temps, donc je serai ravi de discuter avec vous un petit peu plus tard si vous êtes disponible, mais il y a à la fois des fondements importants dans notre discipline, donc des fondements qui s'appuient en particulier sur les mathématiques, mais c'est une discipline aussi qui est de nature très expérimentale. Beaucoup de choses, j'essaierai de vous le montrer, ont été faites sans imaginer, donc dans le contexte de la prospective, que finalement on aboutirait là où nous en sommes aujourd'hui. Et dans certains cas, ce sont des vrais succès parce que vous verrez effectivement qu'il y a des analogies avec ce que nous appelons les systèmes complexes. Et donc en particulier, il y a une certaine école aujourd'hui qui essaie de comprendre comment on peut s'inspirer de la conception de nos systèmes, du fonctionnement ou de certaines modalités de fonctionnement du monde du vivant. Alors c'est vraiment très embryonnaire pour le moment, mais par exemple dans ce que vous avez dit ce matin sur le suicide et sur ces problèmes de stabilité et de convergence, enfin nous on les voit comme ça, c'est-à-dire quand on a un très très grand système qui a été construit de manière distribuée et anarchique, il n'y a pas de contrôle centralisé, une de nos préoccupations c'est de s'assurer que ça converge et que c'est stable par exemple, de manière à ce qu'effectivement on puisse rendre un service. Donc à nouveau, j'ai sélectionné un certain nombre d'éléments pour vous parler de l'information, de la façon dont on distribue l'information dans un réseau et aussi donc d'un certain nombre de préoccupations que nous avons aujourd'hui en ouvrant un petit peu sur la prospective. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la difficulté de notre domaine, et d'ailleurs on a eu souvent des difficultés à faire comprendre aux gouvernants comment on devait investir dans la réflexion sur les nouvelles technologies parce qu'il n'y a pas de roadmap. Donc, par exemple, si vous construisez un avion, en général, on sait à peu près quelle est la roadmap, comment, par exemple, l'évolution dans les matériaux va se faire dans les 10 prochaines années. Et donc, on sait à peu près comment s'organiser pour attaquer cet objectif. Dans nos domaines, c'est extrêmement aléatoire. Comme vous l'avez constaté, les grandes applications sont toutes des déviations d'usage. On n'a pas inventé le web pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. On n'a pas inventé les applications pour parler de services qui sont plus familiers, je pense à tout le monde. On ne les a pas inventées, les applications de partage de fichiers en pair à pair, pour qu'ils deviennent aujourd'hui des grands systèmes d'échange. Donc on n'a pas vraiment de roadmap. Évidemment, on a un certain nombre de guides qui nous permettent de tracer des objectifs et ensuite, effectivement, de comprendre comment on peut les valoriser. Alors, juste un petit point général, n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment. Je pense que c'est très bien, si vous avez des questions pendant mon exposé, de les traduire directement. N'attendez pas à la fin de l'exposé. Enfin, j'espère que c'est possible. Je ne déroge pas aux habitudes du séminaire. Donc, quelques mots très rapides. Je vais évidemment essayer de ne pas être technique sur l'information, sur la transmission de l'information. Et vous verrez que dans notre monde, en fait, on n'a pas vraiment de gros problèmes de transmission de l'information et on n'est pas forcément amené, comme c'est le cas pour vous, à s'assurer que l'information est transmise de manière intègre systématiquement. On a d'autres mécanismes qui vont nous permettre de contourner un petit peu le problème. On va voir que la difficulté, elle est ailleurs et en particulier, elle est dans l'échelle que l'on a à traiter, qui n'est pas très loin de celle que tu as évoquée pour les systèmes neuronaux. Donc on va voir comment
on aborde ces problèmes de transmission dans les échelles qui nous concernent. Et puis on verra ensuite comment, eh bien, en particulier, des innovations à la fois mathématiques et technologiques permettent d'essayer justement de raffiner un petit peu l'information pour qu'elle devienne pertinente. Pardon. Donc, évidemment, dans nos domaines, quand on aborde l'information, on l'aborde comme un continuum. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est à la fois, comme vous le voyez ici, la production de l'information, quelle est la source, quelle est la modalité qui va la créer, parce qu'il y a des modalités qui sont extrêmement différentes. Par exemple, la voix, l'image, les données ont des contraintes qui sont très différentes les unes des autres. La distribution, évidemment, puisqu'on veut pousser cette information vers un récepteur, et sa consommation, parce que le récepteur peut lui aussi avoir différents objectifs en termes de consommation de cette information. Vous pouvez très bien avoir envie de la consommer tout de suite, comme vous pouvez avoir envie de la stocker et puis de la consommer plus tard. Vous pouvez avoir envie d'interagir avec la source, ou vous pouvez avoir envie peut-être simplement d'être passif et de recevoir la même information pour un petit ou un grand nombre de récepteurs. Donc, de tout temps, évidemment, la communication a été un élément essentiel de nos civilisations. Et donc, de tout temps, la technologie a essayé de trouver des moyens qui lui permettent d'être amplifiée. Jusqu'à un passé relativement récent, donc il y a à peu près une trentaine d'années, si vous voulez, c'est relativement jeune, on avait des techniques qui ont été développées pour cibler chacune des modalités d'origine. Parce que, à nouveau, les contraintes des flux d'informations qu'on a à manipuler sont extrêmement différentes. Donc évidemment, l'application qui a structuré le monde des télécoms jusqu'à un passé récent, c'est la téléphonie. Et donc les grands acteurs du monde industriel se sont organisés pour construire des réseaux capables de transporter la voix. Et derrière, en fait, on a des grands acteurs comme, par exemple, Alcatel, AT&T, etc., et les grands opérateurs qui se sont organisés donc, de manière à pouvoir développer des solutions dans ce contexte. Pour la partie écrite, en fait, on a commencé à développer des systèmes beaucoup plus tard, puisque c'est étroitement lié à l'émergence de l'ordinateur et au fait que les ordinateurs aient besoin de communiquer les uns avec les autres. Et on va voir que ce qui a fait la force de l'Internet, c'est qu'on a imaginé un modèle de communication diamétralement opposé à celui qu'on avait imaginé et développé pour la téléphonie. On va voir rapidement tout à l'heure quelles sont ses propriétés. Donc, télécom d'un côté, c'est le monde, si vous voulez, historique des acteurs de la téléphonie. L'informatique aujourd'hui, avec un grand nombre d'acteurs industriels qui n'étaient pas connus il y a encore 7 ou 8 ans et qui ont un rôle considérable aujourd'hui, comme Google, Amazon, eBay, etc. Et puis, le troisième acteur qui va aussi prendre une place très forte, qui était très présent, mais pas très engagé dans la convergence, c'est le monde des diffuseurs, c'est-à-dire ceux qui avaient pour métier de diffuser de l'image vers un ensemble passif d'usagers. Chaque flux a des contraintes très différentes, puisque les données, par exemple, si on prend l'analogie avec le service de la Poste, vous pouvez les transmettre et espérer qu'elles arrivent au niveau du récepteur avec une intégrité et des délais qui sont, je dirais, compatibles avec l'application que vous gérez. Pour la voix, ce n'est pas possible. Pour la voix, il y a des contraintes temporelles qui sont extrêmement fortes. Pour l'image, il y a des contraintes temporelles qui sont médianes et des besoins en débit, donc des volumes d'informations qui peuvent être plus ou moins importants à satisfaire. Donc, comme on n'avait pas à l'époque une technologie qui permettait d'unir tous ces flux d'informations, on les a intégrés dans des supports différents. Évidemment, ce qui va nous permettre par la suite de les faire converger vers une seule infrastructure, c'est en particulier la numérisation. Donc tout ce qu'on transmet aujourd'hui est numérisé, que le signal soit analogique ou pas. Une fois qu'il est numérisé, on va pouvoir le transporter d'une certaine manière, de façon à pouvoir, d'une part, pour les opérateurs, avoir une meilleure mutualisation de l'infrastructure. On n'a pas N réseaux à gérer séparément. Et puis pour l'usager, ça a aussi un avantage que vous avez certainement déjà pratiqué, qui est que vous pouvez intégrer dans une même application des flux d'informations qui sont d'origine diverse. Et enfin, ce qu'on nous avait prédit comme étant impossible il y a encore relativement peu de temps, si vous avez déjà utilisé Skype, par exemple,
Ça vous dit quelque chose, Skype? Bon, voilà. Eh bien, en fait, vous utilisez une application téléphonique sur un réseau qui a, à l'origine, été développé pour transporter des informations entre ordinateurs. Donc, ce qu'on nous avait dit il y a quelques années, en particulier ceux qui étaient à l'origine des grands monopoles, évidemment, c'est qu'il serait impossible de transporter de la voix sur un réseau qui avait été développé, alors il est là, essentiellement pour transporter de l'écrit, pour simplifier. Donc la convergence, elle est très déstructurante, puisqu'elle permet d'utiliser des applications qui, à l'origine, avaient été imaginées pour, je dirais, un certain écosystème, dans un autre écosystème. Et donc ça veut dire que des grands acteurs du monde de l'informatique, aujourd'hui, peuvent devenir leaders dans des domaines qui étaient réservés au monde des télécoms. Alors, il y a quelques années, on avait du mal à l'expliquer, ça, mais aujourd'hui, à nouveau, quand vous utilisez Skype, eh bien, en fait, vous pratiquez la convergence. Quand chez vous, vous recevez, par exemple, la télé par l'intermédiaire d'un broadcaster traditionnel, ou par l'intermédiaire de votre ISP, via votre box, ou par l'intermédiaire de YouTube. Alors, YouTube, peut-être que vous ne connaissez pas, mais vos enfants connaissent. Bon, ça va, vous êtes très ouverts. Parce que quand YouTube est arrivé, on nous a expliqué que, voilà, que ça servait à rien parce que la qualité était mauvaise. Ce ne sont pas des contenus qui sont effectivement à l'échelle de ce qu'on pourrait attendre, mais pour vos enfants, c'est très, très différent. Et donc, vous pouvez aujourd'hui recevoir de la vidéo par 3 vecteurs différents. Évidemment, l'objectif de Google, qui possède YouTube, ce n'est pas de se limiter, de transporter cette information jusqu'à votre ordinateur, c'est évidemment de le pousser jusqu'à votre téléviseur. Donc, ça va être très déstructurant aussi au niveau du monde de l'image. Et on commence à voir des rapprochements très forts aujourd'hui. Alors, bien sûr, ça ne s'est pas fait en quelques mois, mais ça s'est fait très vite quand même, depuis à peu près une quinzaine d'années seulement. Je vous donnerai quelques repères plus tard. Le problème et une des difficultés que l'on rencontrait, c'est qu'en général, à part le réseau téléphonique, les réseaux d'ordinateurs étaient très limités, soit dans l'espace, on avait une couverture géographique faible, soit dans le temps, on ne pouvait pas interagir parce que les délais sont trop longs, soit en population, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Et donc en particulier, ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris quand il y a eu le développement justement de ces nouvelles entreprises comme Google, c'est que la valeur est liée à la taille de la population, donc du réseau, même si ce réseau est virtuel, que cette entreprise est capable de fidéliser. Et donc on dit qu'en général que la valeur d'un réseau est équivalente au carré de son nombre d'usagers. Et donc plus vous avez d'usagers, plus vous pouvez essayer de transformer cette valeur en un capital. C'est ce qu'a fait Google. En fait, on transforme de l'audience, si vous voulez, en publicité pour simplifier. C'est pour ça que TF1, par exemple, est dans une situation un peu plus difficile, parce que l'audience qu'elle avait capturée au travers des médias traditionnels est en train de se déplacer vers d'autres médias. Alors, quelques mots sur l'information pour nous. Donc l'information pour nous, évidemment, est numérique. C'est un 0 ou un 1, un signal rectangle qui est généré par votre ordinateur. Et qui peut, à l'origine, représenter de la voix, de l'image, des données, tout ce que vous voulez. Maintenant, évidemment, ce signal rectangle, x de t, que vous allez émettre dans un support, ça peut être de la paire téléphonique, du coaxial, des réseaux hertziens, radio, de la fibre optique, eh bien, va être déformé. Effectivement, le télécommande, il y a une phase d'apprentissage. Donc, le signal va être déformé lorsqu'il va traverser le support de transmission. Et donc, vous allez recevoir ici un signal R de t qui est égal à x de t plus un bruit. Donc, évidemment, on a envie que R de t soit égal à x de t, mais cela va dépendre d'une part des propriétés du support et d'autre part de la façon dont vous allez générer le signal dans le support. Alors en 2 mots, on considère qu'un support physique est caractérisé par une bande passante qui représente l'ensemble des fréquences que votre support laisse passer. Donc quand vous prenez un signal x de t, je parle ici, vous avez toujours une représentation fréquentielle. Donc vous pouvez décomposer mon signal en série de Fourier, c'est-à-dire en énergie représentée sur certaines parties du spectre. Alors ma voix est un peu déformée aujourd'hui, mais en fait ça va simplement modifier les coefficients de Fourier. Et donc ce qui va nous importer, c'est de comprendre
pour un signal quelconque, où se trouve son énergie, sur quelle fréquence se trouve cette énergie, et est-ce que cette énergie va être proprement véhiculée par le support. Exactement comme votre chaîne IFI. Vous jouez des 0 et des 1. Votre système, caractérisé par votre amplificateur et vos enceintes, se comporte comme un filtre passe-bande. Donc il va faire passer ici une partie du signal, et puis il va couper d'autres parties du signal. Si malheureusement votre source a une énergie en dehors de la bande passante, eh bien, au lieu d'avoir un beau 0 et un beau 1 à la sortie, vous aurez des choses qui seront difficiles à reconnaître, et donc vous allez vous tromper. Ça veut dire qu'au lieu d'échantillonner un 1, ben vous allez peut-être décider que c'est un 0 et vice-versa. D'accord ? Maintenant, si on veut émettre un signal 0,1 sur un support quelconque, eh bien, malheureusement, si on n'y prend pas garde, on verra que l'énergie du signal est concentrée dans les basses fréquences. Donc, en gros, une composante continue très forte. Et donc, elle sera coupée par le support physique. Et donc, de l'autre côté, vous allez entendre quelque chose qui sera de très mauvaise qualité. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, avant d'émettre, c'est pour ça que vous avez un modem chez vous ou un codeur, on va transformer le signal que vous voyez là en un autre signal, binaire également, mais qui aura, je dirais, des propriétés sympathiques qui vont permettre de déplacer l'énergie du signal dans la bande passante du support. Et c'est avec ça qu'on arrive effectivement à récupérer un signal R2T à l'autre extrémité qui est de bonne qualité. Maintenant, ce qui va nous importer évidemment, c'est quelle est la capacité de transmission dans le support, à quelle vitesse, si vous voulez, on va pouvoir émettre dans le support. Ben ça, c'est Shannon qui nous l'explique, en disant que cette capacité, elle est proportionnelle à la bande passante du support. Donc plus vous avez un support de grande bande passante, avec un grand spectre de fréquences, ben, théoriquement, plus vous pourrez émettre à des vitesses importantes. D'accord ? Donc ça, c'est la base. Et évidemment, eh bien, suivant la qualité du support et la qualité du codage de la source, eh bien, on va pouvoir éventuellement rencontrer des erreurs de transmission. Ça veut dire un échantillonnage qui va se tromper entre un 0 et un 1. Et on a une foultitude de techniques qui nous permettent de corriger ça. Donc d'abord, le taux d'erreur sur un support physique est très très faible. Il est quasiment marginal. En fait, ça change depuis qu'on émet maintenant de plus en plus sur des réseaux radio. Sur les réseaux radio, malheureusement, le canal est très 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 versatile. Et donc sur les réseaux radio, on commence à avoir des taux d'erreur qui deviennent importants. Mais sur les réseaux filaires, on a des taux d'erreur très faibles. Alors comment on fait pour corriger ça ? Soit on rajoute derrière l'information transportée un caractère qui va permettre de détecter une erreur, mais en même temps de la localiser et donc de la corriger. Soit, et malheureusement ça demande plus d'overhead, il faut rajouter plus de contrôle à la suite de l'information, soit on peut corriger par retransmission, ça veut dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une erreur, on jette l'information, la source va s'en apercevoir et va réémettre. Soit la redondance, c'est pour ça que ça m'intéressait également beaucoup ce matin ce que tu disais, parce que dans nos systèmes, on va utiliser énormément la redondance. On va émettre plusieurs fois l'information, ou on va stocker l'information à plusieurs endroits. Parce que ce qui va être important pour nous, c'est la rapidité. Ce n'est pas seulement le fait que l'information soit transmise, mais c'est la qualité avec laquelle cette information est transmise. Pas simplement l'intégrité, mais par exemple le délai. Qu'est-ce qui fait que vous êtes des utilisateurs fervents de Google ? C'est que quand vous tapez la requête dans Google, vous avez la réponse tout de suite. Et ce qui est très fort dans Google, c'est plus tellement leur algorithme de classification et de ranking, de classement de la pertinence des mots que vous recherchez. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais c'est surtout que c'est un énorme système distribué qui est capable de répondre à vos requêtes très très vite. Donc ce qui va être très important pour nous, c'est la rapidité, c'est la qualité de service avec laquelle on va vous renvoyer une réponse. Plus que l'intégrité, même si dans certains cas, évidemment, l'intégrité est importante. Donc dans nos réseaux, on a des problèmes de dimensionnement. C'est des problèmes de robinet. Vous avez des tuyaux, vous transportez des flux d'informations dans ces tuyaux. Ce qui va nous gêner, c'est la perte d'une information dans le réseau, une fuite quelque part. Et pas tellement le fait qu'une information ait été transformée d'un 0 en 1 ou l'inverse.
Donc on a un vrai problème de contrôle de la congestion et du trafic dans le réseau. Alors, juste pour vous donner une toute petite idée, parce que pour les neurones, c'est plus facile. Pour les flux d'informations, on a plus de difficultés à matérialiser ça. Si vous prenez l'Internet global aujourd'hui, mondial, si vous regardez en une année tous les flots d'informations qui circulent, eh bien, on est dans un ordre de grandeur qui est à peu près celui-là, 150 exabytes. Alors, ça représente quoi? Ça représente, par exemple, ici, l'ensemble, l'équivalent de l'ensemble des données qui ont été véhiculées par l'Internet depuis sa création. Et dans 4 ans, on aura atteint à peu près 4 fois ce volume-là d'informations. Donc la difficulté pour nous, si on fait l'analogie avec les systèmes de transport, c'est que, imaginez que vous avez à construire des routes. Évidemment, vous allez construire vos infrastructures en fonction des flux migratoires. Eh bien, chez nous, vous pouvez d'une part considérer que les flux migratoires, eh bien, ils vont au minimum doubler ou en tout cas être multipliés par 40 à 50% chaque année dans les périodes difficiles, parce que dans les périodes fastes, on est plutôt passé à 200-300%. Et en plus, ils changent très très vite. Je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Donc la difficulté pour nous, c'est vraiment d'organiser les réseaux de manière à être capable de faire face à une telle quantité d'informations. Après, évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, malheureusement, il y a beaucoup d'informations qui est inutile, parce qu'il y a une économie sous-jacente. Et donc, on va essayer de comprendre comment on peut essayer tout de même de filtrer cette information pour n'amener que la partie pertinente. Alors, comme je le disais tout à l'heure, toute information transmise est numérisée. Quand vous téléphonez aujourd'hui de chez vous ou de votre mobile, en fait, ce que vous générez, ce sont des 0 et des 1. Donc, le signal analogique que vous voyez tout en haut, eh bien, Shannon, là encore, nous dit quand il faut venir prendre une valeur de l'échantillon analogique, à quelle fréquence, pour que vous puissiez la traduire sous une forme numérique, c'est ce qu'on appelle la quantification, et la transmettre sous la forme de 0 et de 1, sans qu'il y ait de perte d'information. Donc on sait parfaitement échantillonner ça, et donc on peut, que ce soit pour de l'image ou pour de la voix, tout numériser et tout transporter sous une forme informatique, dont on reviendra, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'un réseau ? Là encore, c'est un objet qui est un petit peu complexe. Je vous montrerai un schéma tout à l'heure qui ressemble un peu à tes neurones. Donc, vous verrez pas mal d'analogies de ce point de vue-là. Mais disons que globalement, un réseau est caractérisé par des machines spécialisées qui sont interconnectées par des liens physiques sous une forme qui, en général, est émaillée parce que on veut se prémunir de panne ou d'incidents. Et donc, s'il y a une panne sur un lien, on veut pouvoir trouver un chemin de secours. Pour vous donner un ordre de grandeur, à nouveau, si vous prenez... Donc, j'arrive vraiment pas à utiliser mon apprentissage. Ah, mais ce sont les piles. Si on ne met pas de piles. Bon, je vais le faire à la main en attendant. Si on peut me remettre le... Donc, un réseau, c'est un système d'échange d'informations dans lequel vous avez des nœuds qui sont interconnectés. Les liens entre ces nœuds aujourd'hui sont de l'ordre de 10 gigabits par seconde. Donc ça veut dire des très très gros tuyaux. Il faut comprendre que sur une seule fibre optique aujourd'hui, on est capable d'émettre tous les flux qui correspondent à tous les programmes de télé, de radio et autres de tous les États-Unis, sur une seule fibre. Donc, on est capable vraiment de transmettre à des très très hauts débits. Le problème, c'est de construire... Là, il a avancé tout seul. C'est pas celui-là que je veux. Le problème, c'est de construire ces machines. Parce que sur une machine comme celle-là, vous avez par exemple 30 millions de paquets, donc de structures de données informatiques, qui vont arriver par seconde et par interface. Donc ça vous laisse peu de temps pour faire le tri et décider de vers quel lien de sortie vous devez transmettre ce paquet pour qu'il ait une chance d'arriver vers le destinataire. Alors, les télécoms sont toujours préoccupés par la qualité du service qu'ils offrent à leurs clients. Et donc la façon qu'ils ont pensé d'organiser le réseau est très simple. On crée des circuits
Et un circuit, en gros, c'est un chemin fixe de l'émetteur vers le récepteur. Donc en pratique, quand vous téléphonez, vous allez composer un numéro dont le principe va être de créer ici un circuit, d'établir un circuit comme le petit poussé. Vous allez mettre des états dans les nœuds qui disent que A est en train de parler avec B. De manière à ce que votre communication suive toujours le même chemin. Et les informations qui sont liées à votre communication orale vont se suivre sans jamais se doubler. L'avantage, c'est que comme vous maîtrisez la route, vous pouvez provisionner les ressources de la route pour que la garantie des contraintes de l'application soit satisfaite. Les informaticiens, eux, ont fait quelque chose de très différent, évidemment qui a beaucoup perturbé les esprits à l'époque, avec un modèle qui se rapproche beaucoup du modèle de la Poste, c'est-à-dire que si vous voulez transporter un très très gros fichier, vous allez le décomposer en éléments plus petits qu'on appelle des paquets, des datagrammes, un peu comme le courrier que vous déposez dans la boîte aux lettres de la Poste. Pourquoi on appelle ça un datagramme? Tout simplement parce que il est autonome, ce paquet. Dedans, vous avez l'adresse complète du récepteur. Et donc, ces différents paquets que vous voyez là peuvent éventuellement suivre des chemins différents. Ils n'ont pas besoin de suivre la même route. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir étaler l'ensemble du trafic sur le réseau. L'inconvénient, c'est que quand vous ne savez pas quelle route suit un paquet, c'est très difficile de lui garantir des propriétés. C'est pour ça qu'à l'époque, on nous a dit, c'est pas la peine de transporter de la voix ou de l'image sur un réseau comme Internet. Vous pourrez jamais, par exemple, avoir des jeux distribués massivement multijoueurs parce que vous ne pourrez pas garantir les propriétés qui sont inhérentes au temps réel, si vous voulez. Alors bien sûr, on a démontré le contraire depuis. Alors, l'évolution du domaine très 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 vite, si vous voulez, c'est que le monde des télécoms, évidemment, a essayé de protéger son environnement. Et donc, dans les années 80, si vous vouliez traiter des problèmes de communication téléphonique au sein de votre hôpital ou d'une entreprise, vous utilisiez des technologies spécifiques qu'on appelle des autocoms numériques. Ça sait bien transporter de la voix, c'est à peu près tout. Par contre, pour interconnecter vos PC et autres machines, on va utiliser des technologies informatiques, donc qui manipulent des paquets, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et qui en particulier s'appuient sur une technologie qu'on appelle Ethernet, que vous avez certainement déjà rencontré ou manipulé. Quand vous travaillez sur un environnement grande distance, à nouveau, les opérateurs avaient créé des infrastructures spécifiques capables seulement de transporter de la voix, comme le réseau téléphonique. Et puis, on a progressivement développé d'autres solutions basées sur le paquet informatique, comme l'Internet, capables, elles, de pouvoir échanger de l'information entre ordinateurs. Là où ça a basculé, si vous voulez, c'est dans la fin des années 90, où en gros, on s'est rendu compte que si vous preniez l'ensemble du trafic généré dans l'Internet, on avait atteint un seuil dans lequel il y avait plus de trafic issu d'ordinateurs que de trafic issu de téléphone. Sachant que l'évolution du trafic pour la téléphonie est faible, quelques pourcents par an, alors que pour les datas, c'est très important. Donc ça veut dire que si vous voulez construire un réseau qui soit capable aussi bien de véhiculer de la voix que des données, il faut peut-être d'abord l'organiser pour transporter des données, parce que ça va être la dimension principale. Et ça a été un vrai choc pour le monde des télécoms, qui n'a pas bien compris, et qui s'est retrouvé dans une situation qui, effectivement, aujourd'hui, est très difficile d'un point de vue industriel. Donc, je passe là-dessus, mais juste pour dire que l'approche informatique, évidemment, elle a elle aussi des difficultés. L'approche informatique, la façon dont on a imaginé au départ l'organisation d'un réseau comme Ethernet ou d'un réseau comme Internet est construite sur ce que j'appelle un modèle social. Ça veut dire que vous déployez des tuyaux et vous laissez les ordinateurs à la périphérie, vos machines, se partager équitablement la capacité. Donc quand vous êtes chez vous, par exemple, derrière votre accès ADSL, est-ce que vous savez quel est le débit auquel votre machine peut émettre? Ou en tout cas, quels sont les critères ou les contraintes qui vont définir ce débit? Alors, en réalité, ce qu'on vous vend, d'abord, effectivement, on ne garantit rien dans ce qu'on vous vend, mais on vous dit que
vous allez par exemple avoir un accès à 10 mégas ou 15 ou 20 ou 25. Bon, en pratique, on ne vous garantit rien. Mais dans les faits, le débit auquel votre application va travailler dépend de l'équité que vous souhaitez atteindre par rapport à tous les autres utilisateurs qui sont sur le réseau. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais cette équité, en fait, elle fait en sorte que si je veux émettre plus vite, mais que ça réduit le débit d'un autre usager, alors j'ai un système de régulation. Donc ce modèle social, il est très sympathique parce qu'il permet effectivement de faire en sorte que si vous avez N utilisateurs dans l'Internet, chacun va recevoir 1 sur N de la capacité du réseau. Malheureusement, ce modèle, il n'est pas forcément adapté à une entreprise dans laquelle vous n'avez pas forcément envie que du trafic de messagerie électronique ou du trafic de web viennent perturber du trafic de voix ou du trafic d'une application importante pour votre système d'information. Donc, dans la deuxième phase de construction de l'Internet, on a essayé de passer d'un modèle équitable à un modèle différencié. C'est-à-dire un modèle dans lequel certains flux d'informations vont être traités de manière privilégiée par rapport à d'autres flux d'informations. Et ça, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. C'est pas simple et en même temps, ça pose plein d'autres types de questions. Alors, si je contracte un petit peu le temps, donc en à peu près 15 à 20 ans, finalement, on est passé de systèmes complètement séparés à un véhicule d'information qui est basé sur la même technologie, qui est une technologie qui est empruntée à ce qu'on appelle l'Internet, et qui permet, suivant ce modèle paquet, eh bien, de transporter des informations correspondant à des flux pour la télévision, des informations qui correspondent aux applications téléphoniques, évidemment tous les aspects qui sont liés aux données traditionnelles et aux mobiles. Tout ça est intégré dans un même vecteur. Alors évidemment, les réseaux d'accès sont différents. Chez vous, vous avez un accès plutôt de type DSL en général, qui utilise la ligne téléphonique. Et puis avec votre mobile, vous avez évidemment un accès radio. Mais ça, c'est juste pour se connecter au réseau. Ensuite, tout est distribué d'une manière homogène, quelle que soit la nature de l'information transportée. Donc c'est ça qui est un élément extrêmement fort, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un réseau qui est capable d'agréger une très très grande population d'usagers sur un territoire qui est très vaste. Alors évidemment, il y a encore des fractures numériques. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, on en a sur notre territoire. Mais globalement, on a un système dans lequel la couverture géographique et la couverture de la population est très grande. Donc, ça permet, d'une part, de mutualiser, mais aussi, vous allez voir tout à l'heure, d'avoir des facteurs d'échelle qui permettent d'augmenter le capital d'une application. Alors, là encore, dans la fin des années 90, il y a vraiment eu ce virage très très fort, avec en particulier donc toute l'activité autour des nouvelles technologies, puis la bulle après. Mais beaucoup ont eu du mal à comprendre pourquoi effectivement des grandes entreprises qui étaient leaders dans le domaine se sont vues dépassées par des petites compagnies qui sont devenues aujourd'hui des mastodontes et qui en fait ont essayé effectivement de s'insérer dans ce dispositif qui permettait effectivement essentiellement de jouer un rôle de médiateur entre les usagers, la masse d'informations qui va être distribuée et les services ou les utilisateurs de l'autre côté. Donc, ça, on sait l'expliquer. Il y a donc un économiste qui s'appelle Schumpeter, dans les années 40, qui a expliqué donc, ce cycle de développement industriel avec l'électricité, la chimie, etc. On est exactement dans les mêmes principes. Et dans ce cycle, en fait, on dit deux choses. On dit que d'une part, ces opportunités technologiques vont permettre de créer de nouveaux acteurs industriels, from scratch, mais en même temps, elles vont renforcer les positions dominantes. Donc ce n'est pas un système, vous allez le voir, le système dans lequel on est, à la fois, il a l'avantage de pouvoir donner un accès aux citoyens, quel que soit le citoyen, mais en même temps, il est aussi très capitalistique, c'est-à-dire qu'il va renforcer assez considérablement les positions dominantes. Donc c'est un peu ce paradoxe que je vais rappeler tout à l'heure. Et donc ce qui fait une grosse différence dans l'Internet actuel par rapport au système que vous avez connu il y a une dizaine d'années, c'est ce rôle de médiateur. Avant, le médiateur, c'était une entité bien identifiée.
Aujourd'hui, en fait, ça peut être une multitude d'utilisateurs ou d'entreprises sur lesquelles je reviendrai un tout petit peu plus loin. Alors, un point qui est critique pour nous, c'est de comprendre le trafic. Parce qu'in fine, ce que nous allons faire, c'est déployer évidemment des technologies qui vont permettre de construire et d'organiser des routes de façon à ce que le trafic soit fluide. Or, malheureusement, on a vu tout à l'heure que à la fois le trafic augmente de manière considérable chaque année, mais en même temps, il change de typologie. Donc, par exemple, ce que vous voyez ici, c'est une mesure dans le temps du pourcentage de trafic d'applications différentes dans l'Internet. Et donc, en gros, si vous regardez jusqu'à à peu près les années 2000-2001, en fait, ce que vous voyez, c'est que la majorité du trafic, c'est ce qu'on appelle du FTP ou du HTTP, c'est-à-dire du transfert de fichiers ou de la messagerie, ou de l'accès à des serveurs distants. Ça veut dire que vous êtes dans un modèle client-serveur de votre poste, vous accédez à des données sur un serveur. Et vous voyez qu'une application qui représentait quelques pourcents à l'horizon 2000 occupe pratiquement 60 à 70% de la capacité 3 ou 4 ans après. Ça veut dire qu'on est dans une dynamique dans laquelle, en très peu de temps, vous pouvez avoir un changement drastique des flux migratoires. Donc ça veut dire que l'infrastructure que vous avez créée, elle n'est plus du tout apte à transporter le trafic actuel. Donc on est obligé en permanence, effectivement, de réaliser un monitoring, donc de mesurer en fait ce que font les usagers, et d'essayer de faire croître l'infrastructure plus vite que la demande. Donc à nouveau, un problème de facteur d'échelle. Alors, ça c'était pour le pair à pair, mais est-ce que vous savez quelle est l'application dominante de l'Internet aujourd'hui ? Pardon ? Je suis juste un peu sourd. Voilà, c'est le streaming vidéo. Donc, le pair à pair, donc toutes les applications d'échange de fichiers que vous connaissez, que vous n'utilisez pas évidemment, ne représentent plus la majorité du trafic. Au contraire, c'est une application qui est en train de baisser en pourcentage, au profit de l'image. Donc évidemment, pour l'avenir, le média prépondérant dans l'Internet, ça va être l'image. Qu'il soit streamé, ce qu'on appelle le streaming, c'est quand vous le regardez directement, ou qu'il soit stocké, et ensuite consulté par l'usager. Et donc là aussi, ça nous pose évidemment d'autres difficultés. Donc voilà quelques ordres de grandeur concernant le trafic de l'Internet. Comme je disais tout à l'heure, il est pratiquement... Ils essaient de me perturber là. C'est à cause de l'heure. Donc les 2 ou 3 messages que je voudrais passer ici, c'est majoritairement demain, le trafic c'est de l'image. L'image, ça consomme beaucoup. Qui va payer pour ça ? On va revenir à des problèmes qui sont liés, par exemple, à ce qu'on appelle la neutralité du réseau. Deuxièmement, les mobiles. Déjà aujourd'hui, il y a plus d'accès à l'Internet par les mobiles que par des machines fixes. Et ça va continuer à augmenter. Le mobile va être la machine d'accès à vos informations par défaut. Alors ça pose tout un ensemble de difficultés que je n'ai pas le temps d'évoquer pour l'instant. Et d'ailleurs, dans une majorité, vous voyez ici du trafic dans un horizon de quelques années, de 2 à 3 ans, eh bien, ce trafic sera essentiellement de la vidéo. Alors on peut se tromper. On s'est beaucoup trompé dans le passé. Comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de prédire quelles seront les applications critiques, les applications qui vont effectivement avoir un impact. Alors, quelques chiffres complémentaires. Dans les équilibres, il y a des problèmes de gouvernance, évidemment, concernant l'Internet, puisque c'est un élément essentiel dans le véhicule de l'information. Donc, comme vous le voyez ici, il y a un écart qui est encore important entre les pays développés et les pays en voie de développement. Mais néanmoins, par exemple, si vous prenez le Brésil, bien, moi qui vais régulièrement au Brésil, je peux vous dire qu'en termes de services offerts aux citoyens, ils sont largement plus avancés que ce qu'on a en France. Et comme vous le verrez tout à l'heure, quand vous regardez maintenant non plus une image,
fixe, mais en fait le différentiel, là où ça se passe aujourd'hui, c'est essentiellement en Chine. Il y a plus d'utilisateurs chinois dans l'Internet que d'utilisateurs américains ou européens. Et ça va avoir un changement très fort, par exemple, dans la langue principale utilisée sur le réseau. En Chine, ils n'utilisent pas Google. En Corée, ils n'utilisent pas Google. Au Japon, ils n'utilisent pas Google, ou très peu. Parce que Google n'a pas investi dans cette langue et que d'autres ont investi avec des systèmes de recherche plus performants. Je vous en prie. Oui. Dans le temps, moi, il y a 10 ans, il n'était noir qu'au-dessus de la France. Oui, pays nordique et puis ici. Oui. Là, ça descend. Là, ça descend. En particulier, si vous regardez l'équipement en mobile, c'est sidérant. Dans les pays, en Chine par exemple, il y a 15 ans, il y avait effectivement quasiment un poste de télévision par chinois, si j'exagère un peu. Maintenant, en termes de mobile, on est quasiment à 50%. Et donc, comme les mobiles sont des moyens d'accès à l'Internet, on a maintenant une capacité de connexion à l'Internet qui est largement plus grande. Oui. Je suis surpris de la couleur de l'Inde. Franchement, ça me surprend beaucoup que l'Inde soit au niveau de l'Algérie. Alors, souvent, on met effectivement l'Inde et la Chine au même niveau. En réalité, d'abord, ce sont des pays qui sont très très différents. Et en même temps, en termes de déploiement de leur système, ils ont effectivement des politiques qui sont diamétralement opposées. Donc, en gros, en Inde, ils ont, pour une partie de leur population, une éducation très avancée, qui est essentiellement utilisée dans les services. Donc, par exemple, Bangalore est bien connu comme étant un lieu où on fait beaucoup d'outsourcing. Par contre, il n'y a pas une politique forte, je dirais, d'urbanisation. Et d'ailleurs, c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour d'autres systèmes. Alors qu'en Chine, il y a une politique d'urbanisation très forte. Et donc, il y a un développement accéléré de l'informatique dans lequel la Chine investit très fortement. Si vous prenez, par exemple, quel est l'acteur industriel essentiel aujourd'hui pour construire des infrastructures de réseau? En fait, c'est un Américain qui s'appelle Cisco. Il fait même de la pub à la télé. Mais dans 2 ou 3 ans, presque aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est dépassé par un Chinois qui s'appelle Huawei. Sauf que les Chinois n'ont pas envie d'être premiers, parce que premier, ça veut dire qu'il faut éclairer le futur, et ça, c'est plus dur à faire. Mais déjà, d'un point de vue industriel, ils sont devant. Alors que les Indiens, pas du tout. Donc non, c'est une réalité. En termes d'infrastructure et d'urbanisation, les Indiens sont loin derrière. Par contre, effectivement, le point essentiel ici, c'est que l'Internet de demain aura une coloration très asiatique, et ça va entraîner certainement des modifications en termes de gouvernance. Alors, très rapidement, quelques interrogations que nous posons sur justement la structure de l'Internet, son évolution et, disons, les craintes. Souvent, on nous demande, mais est-ce que l'Internet peut tomber en panne? C'est déjà arrivé, par morceaux en tout cas. Et s'il tombe en panne, quel impact ça peut avoir? Ça peut avoir un impact sur vous, parce que vous ne pouvez plus accéder à votre service préféré. Ça peut avoir un impact pour un grand fournisseur de services, parce qu'il est plus connecté. Mais est-ce que ça peut avoir un impact sur le réseau de distribution d'électricité, sur les infrastructures critiques? Et c'est ça, effectivement, qui est plus inquiétant pour nous tous, et en particulier pour les gouvernants. C'est pour ça que la régulation de l'Internet devient un sujet plus critique aujourd'hui, alors que sa régulation était extrêmement ouverte dans le passé, justement comme un véhicule de l'innovation. Donc l'Internet, c'est un vrai succès. Pourquoi? Parce que, croyez pas, quand on l'a construit, bon, il y a des principes fondateurs, si vous voulez, ce système de paquets, l'organisation du réseau, mais on l'a pas du tout construit pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Personne n'aurait imaginé ça. Au début, on a connecté 4 machines. On s'est dit, on va regarder si on est capable d'envoyer des paquets entre ces machines. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une panne? Vous savez qu'on dit souvent que ça a été financé par le département de la Défense aux États-Unis. Pour ces raisons-là. C'est-à-dire un système distribué, cicatrisant, qui est capable de se stabiliser, même si certaines parties du réseau sont sacrifiées. Mais on n'avait pas imaginé qu'on ferait tout ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui avec ce réseau. Et donc en particulier, vous allez voir que
ça nous pose un certain nombre de soucis. Par exemple, donc là vous voyez juste très rapidement les premiers réseaux. On ne sait pas aujourd'hui cartographier l'Internet. Parce que c'est un système qui a grossi de manière autonome. On rajoute des morceaux dedans avec des mécaniques qui permettent de faire en sorte que ces morceaux deviennent atteignables par l'ensemble de la population. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de savoir représenter simplement une carte de l'Internet, c'est-à-dire quels sont tous les nœuds qui sont connectés avec les autres nœuds. Et évidemment, on aimerait bien le faire parce que ça nous permettrait de comprendre, par exemple, si l'infrastructure elle est robuste. Ou est-ce qu'on ne pourrait pas l'organiser différemment pour qu'elle soit plus robuste, pour éviter les attaques. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'attaques dans l'Internet aujourd'hui. Alors voilà un autre schéma. Ce ne sont pas les réseaux de neurones, mais en fait, ils pourraient s'y apparenter. Il y a effectivement beaucoup d'analogies, nous on appelle ça des systèmes complexes, entre tout un ensemble de systèmes qui effectivement sont interconnectés, que ça soit le graphe du web, comme c'est le cas ici, que ce soit des réseaux d'ordinateurs dans l'Internet qui sont interconnectés, que ce soit des réseaux sociaux ou que ce soit des réseaux neuronaux. Donc ils ont des propriétés particulières. Et on ne l'a pas fait exprès. Donc la question qu'on se pose, nous, c'est est-ce que ces propriétés, finalement, sont une conséquence ? Est-ce qu'il faut que ces réseaux et ces propriétés pour être capables, justement, de s'auto-organiser et d'être robustes ? Ou est-ce que c'est une cause ? Et donc c'est pour ça qu'on essaie de regarder du côté du vivant pour voir s'il n'y a pas des mécanismes qui nous permettraient d'avoir une infrastructure qui soit plus robuste et plus performante que celle qu'on a aujourd'hui. Mais quand on l'observe, voilà ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, effectivement, a les mêmes propriétés que plein d'autres systèmes physiques. Et tout ça est construit de manière autonome. Il n'y a pas un point central qui décide de comment on va l'organiser. Alors, évidemment, le futur est plein d'avenir, mais on a du mal à savoir dans quelle direction cet avenir va se construire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura l'ubiquité. Donc, tout système manufacturé actuel, quand on le construit, alors ce n'est pas encore sur étagère, mais on lui donne une capacité de communication avec son environnement qui est native. Donc, c'est l'infosphère. Et aujourd'hui, vous voyez ça dans un téléphone portable, mais vous allez le voir demain dans une lampe électrique. Pourquoi ? Parce que ça va coûter pratiquement rien de rajouter cette capacité de communication avec l'environnement extérieur. On le fait dans les capteurs énormément aujourd'hui. Donc demain, tout système manufacturé pourra communiquer avec son environnement. C'est déjà le cas avec les voitures. Dans les voitures, il y a plusieurs processeurs. Et ces processeurs sont capables de communiquer avec leur environnement ou avec l'environnement extérieur pour différents types d'applications. Donc on essaie de comprendre quel impact ça a à la fois sur la voiture, on parle de voiture intelligente, et aussi sur le métier de constructeur automobile. D'accord ? Et là, il y a une échelle qui est sans commune mesure avec l'échelle actuelle. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 500 millions d'internautes connectés, mais si vous prenez chaque processeur et vous le connectez avec son environnement, c'est 2 ou 3 ordres de grandeur qu'il va falloir rajouter sur le réseau. Deuxième point, c'est la mobilité. Alors, pour vous, c'est peut-être trivial d'être en situation de mobilité et de communiquer avec votre environnement, parce que le téléphone portable a été fait pour ça. Mais dans l'Internet, quand on a construit l'Internet, on avait des très très grosses machines qui tenaient dans une pièce comme celle-là. Donc évidemment, elles n'étaient pas mobiles. Donc quand on va identifier une machine pour dialoguer avec elle, eh bien, son identificateur, si vous voulez, est figé dans un espace topologique. Ça veut dire que si vous déplacez la machine, on n'est plus capable de localiser cette machine et donc de communiquer avec elle. Donc si maintenant la majorité des objets sont mobiles, eh bien en fait on a beaucoup de mal à localiser ces objets et à communiquer avec elles. Donc la mobilité, c'est une vraie difficulté. Donc quelques scénarios. Le couplage entre le virtuel et le réel. Vous avez certainement vu déjà pas mal d'applications. Second Life, par exemple, qui sont des applications donc, d'environnement virtuel. Ce qui est intéressant, c'est de le coupler avec le réel, c'est-à-dire déployer des capteurs sur des environnements de grande dimension, et puis d'intégrer ce qu'on va mesurer dans les environnements virtuels. Deuxième exemple, les systèmes manufacturés, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, tous les systèmes qu'on construit sont des systèmes qu'on construit en réseau.
n'y a pratiquement pas de situation aujourd'hui où on considère que le système va être en isolation. Même chez les militaires, ils communiquent avec leur environnement. Ce n'est pas les mêmes propriétés, mais ils communiquent avec leur environnement. Et évidemment, toutes les applications qui sont liées aux citoyens, j'aime bien celle-ci, je pense que vous aussi. Et donc, comment est-ce qu'on va effectivement pouvoir faire en sorte que l'information puisse être utilisée de manière intelligente, efficace, utile pour le citoyen? Donc, il y a des problèmes de culture assez intéressants. Si vous allez au Japon et vous leur dites, donc pays qui est assez avancé dans les nouvelles technologies, mais pas tellement dans l'Internet, dans les concepts de l'Internet, si vous leur dites, parlez-moi de l'Internet du futur, qu'est-ce que c'est pour vous? Ils vont vous dire, par exemple, en numéro 1, c'est l'assistance aux personnes âgées. Comment est-ce que je peux utiliser ces nouvelles technologies pour apporter une assistance à la population croissante de personnes âgées pour lesquelles on a effectivement beaucoup de mal aujourd'hui à apporter des solutions. Donc ils vont le regarder par grand domaine d'application et ils vont essayer de voir avec les limites effectivement qu'on peut imaginer où est-ce que ces nouvelles technologies peuvent apporter des solutions, ou en tout cas une partie des solutions. Donc les difficultés pour nous sont d'une part le facteur d'échelle. Le système va continuer à croître de manière drastique, avec beaucoup d'images. Vous voyez, les chiffres, c'est monstrueux. Si vous prenez par exemple le contenu généré par YouTube, c'est 73 milliards de flux en 2008. Et ils sont transportés dans des réseaux qui sont évidemment pas des réseaux construits par YouTube. Donc il y a un problème d'équation économique de l'Internet. Qui paie pourquoi? On va en reparler tout à l'heure, parce qu'il y a une vraie tension entre ceux qui fournissent les services, parce que c'est là qu'est la valeur ajoutée, et ceux qui construisent les infrastructures. Et l'avenir est vraiment dans les services. Deuxièmement, la mobilité, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc avec tous les objets qui sont connectés. Et comme vous le voyez ici, on a déjà à peu près 1 milliard d'usagers, pratiquement, qui utilisent leur mobile pour accéder à l'Internet. Le téléphone se développe plus vite que l'accès filaire à l'Internet, beaucoup plus vite. L'image, donc 80% du trafic de l'Internet dans 3 ou 4 ans. Et puis toute la partie service. Donc la valeur ajoutée, c'est comment est-ce qu'on peut agréger de l'information pour l'offrir avec une certaine valeur ajoutée à des clients dans différents types d'applications. L'usage, donc je parlerai tout à l'heure rapidement des réseaux sociaux, qui est un bon exemple d'évolution d'usage. Et puis la confiance. Donc en général, quand vous interrogez quelqu'un sur les évolutions de l'Internet, on va vous dire qu'il faut construire un réseau sécurisé. Parce que l'Internet actuel, à nouveau, quand on l'a construit, 4 machines, 10 machines, 50 machines, on se connaissait tous. Donc, comme dans votre communauté, vous vous connaissez tous. Donc, il y a une relation de confiance. Maintenant, vous ne connaissez plus personne dans l'ensemble de l'infrastructure. Donc, il y a à la fois un besoin d'améliorer la sécurité du réseau, mais en même temps, il y a un besoin plus ou moins croissant suivant l'âge d'intimité numérique. Quelle information êtes-vous prêt à délivrer au niveau de l'infrastructure et comment cette information est utilisée par les agrégateurs de services pour améliorer la valeur marchande de leurs services. Donc on reviendra là-dessus un tout petit peu plus tard. Donc le point essentiel ici, c'est quelle est la corrélation entre l'Internet et les infrastructures critiques? Et puis, effectivement, comment est-ce qu'on peut améliorer la sécurité du réseau et comment est-ce qu'on peut préserver l'intimité numérique? Alors, je vais aller sur juste 2 ou 3 points maintenant. Donc, je passe là-dessus. Donc, on a souvent présenté ces évolutions en disant que dans la société post-industrielle, effectivement, ce qui va jouer un rôle considérable, c'est l'information. Et donc, on va parler de société de l'information, mais qui a une connotation relativement technologique. En France, par exemple, même aux États-Unis, on parlait il y a une quinzaine d'années des autoroutes de l'information. Donc c'est essentiellement le véhicule, l'infrastructure. Évidemment, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la société de la connaissance. C'est knowledge en anglais, donc c'est connaissance ou savoir. Et donc c'est comment est-ce qu'on peut transformer cette information en valeur, suivant les différents métiers. Ça peut être de l'intelligence, ça peut être
effectivement de l'agrégation de services. Donc je vais juste prendre 2 ou 3 exemples. Le premier, c'est qu'on est passé d'un système dans lequel l'information était diffusée, l'image, la télé, donc l'usager est passif, à un système dans lequel l'information est distribuée et dans lequel n'importe quel usager peut devenir source d'information. Vous le voyez tous les jours. Vous regardez la télé, on va vous montrer par exemple une petite vidéo qui a été prise par un utilisateur sur un événement qui s'est passé à un certain endroit. Donc l'usager qui était passif devient actif, et le problème maintenant, c'est effectivement de capturer l'attention de l'usager. Donc on passe d'un modèle dans lequel la communication est diffusée dans un modèle dans lequel il faut effectivement capturer l'attention de l'usager. Ce qui n'est pas évident parce que tous les jours, vous êtes sollicité par des tonnes d'informations. Alors, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'il renforce la proximité. Ça veut dire qu'en général, on pourrait imaginer que maintenant qu'il y a un grand écosystème, les gens vont plutôt se rapprocher peut-être d'utilisateurs qui ont des profils différents des leurs. Eh bien non, ce qui a été montré justement, c'est qu'on a plutôt tendance à se rapprocher des utilisateurs qui ont le même profil. L'autre point intéressant, je n'ai pas le temps de trop développer ici, c'est que le médiateur a un rôle plus important que l'auteur. Donc celui qui va organiser l'information pour la présenter et pour la distribuer a aujourd'hui certainement une valeur plus forte que celui qui a créé l'information. Bon, je passe là-dessus. Alors, si ça peut-être sur la question que vous posiez tout à l'heure, ça c'est le gradient. Et donc vous voyez que les pays dans lesquels effectivement l'Internet se développe le plus vite aujourd'hui, c'est effectivement un rattrapage, en particulier en Afrique et en particulier dans certaines parties de l'Asie. Donc c'est plus effectivement dans les pays très développés. Alors, une question qui a effectivement animé beaucoup les esprits, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte maintenant, grâce au web, d'avoir accès à une information pertinente. Et c'est toute la force de Google. Alors, comme vous le savez peut-être, Google a été développé à l'origine par 2 PhD, 2 élèves doctorants à Stanford, d'un très bon collègue qui ont imaginé sur des bases mathématiques solides une technique qui permettait, donc très différente des autres qui existaient à l'époque, donc technique qu'on appelle le PageRank, et qui va permettre d'ordonner l'ensemble des réponses à une requête suivant un critère de popularité. Donc en fait, le système va s'appuyer sur une exploration de l'ensemble des pages web qui existent dans l'Internet. Alors ça se fait de manière progressive et ça converge, de manière à faire en sorte que les pages les plus populaires vont être affichées en premier. Donc ça ne veut pas dire les pages les plus pertinentes. Mais en général, il y a une corrélation entre populaire et pertinente. Maintenant, vous pouvez trouver des biais, c'est quand même une corrélation. Mais vous pouvez effectivement contourner le système. Vous pouvez vous débrouiller pour faire en sorte que ce soit votre page à vous qui devienne la plus pertinente. Mais il y a quelques mécanismes, si vous connaissez l'algorithme, qui permettent de faire ça. Donc c'est ça qui a donné la popularité de Google. Parce que les affichages qu'il vous présentait donnaient souvent une réponse pertinente à votre question. Maintenant, comme je le disais, ça a beaucoup changé. La façon dont on calcule le PageRank dans Google, c'est une énorme équation qui prend en compte tout un tas d'épiphénomènes qu'on essaie justement d'éviter et de contourner. Et la force de Google, c'est que c'est un monstrueux système informatique. On ne peut pas rentrer en compétition avec ce système aujourd'hui et qui est capable de répondre de manière instantanée à votre requête. Donc comment c'est fait en un mot, c'est que vous avez des gros centres de données, des data centers, en gros qui consomment autant d'énergie qu'ils n'utilisent de capacité pour émettre les réponses. Donc on a un vrai problème d'alimentation en énergie de ces systèmes. Et donc la valeur ajoutée, elle est vraiment dans ces centres de données aujourd'hui. Bon, je passe là-dessus, sinon je vais me faire gronder. Je passe et je vais juste peut-être conclure sur Facebook, Twitter. Qui est sur Facebook ? Donc on a un bon échantillon. Mon fils, évidemment, enfin un de mes fils est sur Facebook, mais il m'a interdit de moi-même d'être sur Facebook parce que sinon je pouvais avoir de l'accès à ces informations.
D'être son ami, tout à fait, bien sûr. Donc ça aussi, c'est assez intéressant comme phénomène, parce que Facebook est basé sur rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondement, si vous voulez, technologique ou mathématique qui permettent de construire cette infrastructure. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les systèmes informatiques qu'on a développés vous permettent de déployer un service en 1 ou 2 ans. Alors qu'avant, il vous fallait 10 ans peut-être pour le faire. Donc par exemple, Google, il a fallu 4 ou 5 ans pour le déployer à une échelle importante. Facebook, il a fallu 3 ans. Twitter, il a fallu 1 an. Parce que maintenant, vous pouvez très facilement acheter de la capacité sur Amazon, par exemple, déployer votre service, si vous avez une bonne idée. Si ça marche pas, tant pis. Et si ça marche, il faut le faire passer à l'échelle parce que vous aurez besoin de pouvoir gérer 175 millions d'usagers par d'utilisateurs globalement. Et ça représente des coûts monstrueux. On s'en rend pas compte, mais la facture d'électricité de Facebook, c'est $1 million par mois. Donc, c'est pas que ça coûte rien. Ça coûte beaucoup. Simplement, la question ensuite, c'est de savoir comment vous transformez ces utilisateurs en valeur. Donc, l'idée de Facebook, comme vous le savez, c'est de récupérer les informations que les usagers sont prêts à communiquer, de les customiser et puis de cibler en fait les annonceurs. Donc, c'est un modèle qui n'est pas encore rentable pour Facebook, mais qui, comme vous le savez, est rentable pour Google en tout cas. Dernier point, neutralité du réseau. Ça, c'est un grand débat qui inquiète un peu nos gouvernants aujourd'hui. Donc, la neutralité du réseau, c'est un principe fondateur de l'Internet qui dit que le réseau est neutre vis-à-vis de toutes les informations qui peuvent l'emprunter. Et en particulier, les opérateurs n'ont pas le droit de filtrer l'information pour donner, par exemple, un meilleur service à, je sais pas, la télé Orange, par exemple, par rapport à YouTube. Évidemment, derrière, vous avez tout un tas d'enjeux qui sont liés au monopole, qui sont liés à la confrontation industrielle entre les fournisseurs de services, qui veulent que les infrastructures restent neutres parce qu'ils en bénéficient, et les fournisseurs d'infrastructures qui, eux, déploient des gros tuyaux, parce qu'il faut être capable d'écouler le trafic YouTube qui passe dans ces tuyaux, mais qui voudraient récupérer une partie de la valeur liée au transport. Et évidemment, ça pose plein d'autres problèmes qui sont liés à la discrimination. Est-ce que je peux empêcher quelqu'un d'accéder au réseau? On l'a vu avec la loi Hadopi récemment. Ça peut être un problème qui est lié effectivement au blocage de l'accès d'un usager ou à la dégradation d'un service. Donc la question que se posent nos dirigeants aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut laisser faire? Est-ce qu'il faut contrôler? Parce qu'il y a des gros enjeux industriels et des gros enjeux sociétaux qui se cachent derrière ce problème de neutralité du réseau. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.